Des membres des Hells Angels, arrêtés en possession de cocaïne à la police, saisissant 5000 kilos de drogue. Voici comment la police a démantelé le yacht à cocaïne des Hells Angels de 50 millions de dollars. Septembre 2013 a marqué l'apogée d'une longue opération de surveillance le long de la côte galicienne, en Espagne. Au début, tout semblait normal le long de la côte. Mais les soupçons se sont accrus lorsqu'un yacht a été détecté entrant dans les eaux espagnoles, depuis une route qui remontait jusqu'à la côte de Colombie. Lorsque le navire a finalement accosté, l'opération a commencé. 3 complices attendaient déjà sur le rivage, avec 2 camionnettes garées à proximité pour transporter la cargaison. Dès que le 4e homme est descendu du yacht, la police est intervenue, arrêtant les 4. La vraie surprise est venue lorsque les agents ont fouillé la coque et découvert des compartiments cachés dissimulant 500 kg de cocaïne. La cocaïne, emballée en briques estampillées de symboles colombiens, a été cataloguée et transportée sous escorte armée vers une installation sécurisée de stockage de preuves. L'un des détenus a été identifié comme membre à part entière du chapitre San Diego des Hells Angels. Un autre faisait déjà l'objet d'une enquête par les autorités fédérales canadiennes, dans une affaire de stupéfiants distincte. Les 2 autres suspects étaient soupçonnés d'avoir coordonné la logistique de déchargement et de distribution. La cargaison était destinée aux chapitres locaux des Hells Angels, opérant à travers l'Espagne. L'organisation de motards maintient une présence active dans le pays depuis 1997, avec 17 chapitres à l'échelle nationale. Le raid de Galicia a couronné des mois de surveillance conjointe par les agences espagnoles, canadiennes et américaines, avec Europol et les douanes françaises fournissant un soutien de suivi transfrontalier qui a cartographié la route du yacht à travers plusieurs juridictions. Mais les autorités ne se sont pas arrêtées là. 2 suspects supplémentaires qui avaient coordonné l'entrée de la cargaison dans les eaux espagnoles ont également été arrêtés. Selon le ministère espagnol de l'Intérieur, l'enquête plus large est restée active. Dans les années qui ont suivi, l'Espagne deviendrait l'un des principaux champs de bataille européens dans le commerce mondial de drogue des Hells Angels. Et plus d'une décennie après le raid de Galicia, le pays s'est à nouveau retrouvé au centre du réseau européen du gang. La répression de la Costa del Sol. La dernière opération s'est déroulée le 7 avril 2025 lorsque la police espagnole, en collaboration avec Europol, a frappé au cœur d'une faction des Hells Angels, liée au chapitre belge du gang. Ce qui a commencé comme une surveillance discrète à travers l'Espagne, la Belgique et la France, s'est terminé par une série de raids coordonnés qui ont permis 20 arrestations, 17 en Espagne, 2 en Belgique et 1 en France. Les autorités ont saisi plus de 1000 kg de cocaïne, des portefeuilles de crypto-monnaies, 2 armes à feu, 8 véhicules de luxe, des armes prohibées, 15 000 € en espèces et un camion semi-remorque utilisé pour le transport. Les enquêteurs ont découvert que le groupe s'appuyait sur une unité spécialisée, connue parmi la police sous le nom de Spider-Man. Ces hommes escaladaient des tours de conteneurs maritimes au port de Valencia, ouvrant ceux qui cachèrent de la cocaïne. Utilisant des coupe-boulons et du matériel d'escalade, ils extrayaient la drogue et la déplaçaient vers des camions en attente à destination de planques à travers l'est de l'Espagne. Plusieurs des personnes arrêtées ont été identifiées comme des membres des Hells Angels belges, qui supervisaient la récupération et la distribution des cargaisons. L'opération avait été en préparation pendant 1 an. Les enquêteurs ont retracé un réseau qui utilisait des cargaisons légitimes comme couverture, dissimulant de la cocaïne à l'intérieur de conteneurs arrivant à Valencia, souvent à l'insu des compagnies maritimes ou des propriétaires de cargaisons. Au centre de tout cela se trouvait l'un des fugitifs les plus recherchés de Belgique. Un homme qui avait passé 4 ans caché dans des villas de luxe le long de la Costa Blanca en Espagne. Il dirigeait l'opération à distance, travaillant par l'intermédiaire d'un contact de confiance des Hells Angels en Belgique. La ville de Dénia, dans la province d'Alicante, servait de centre logistique au réseau. Là, la police a arrêté l'un des intermédiaires du groupe, un combattant professionnel d'arts martiaux mixtes, ainsi que son entraîneur. Les 2 étaient considérés comme extrêmement dangereux, avec des casiers judiciaires étendus liés à des infractions violentes et au trafic de drogue. Pour les enquêteurs, l'affaire
a confirmé ce que des années de saisie avaient déjà suggéré. Les ports espagnols sont désormais les portes d'entrée les plus exploitées d'Europe pour la cocaïne latino-américaine, et les Hells Angels ont construit leur empire autour d'eux. Mais bien avant que les arrestations de 2025 n'exposent toute l'étendue de leur réseau, un seul meurtre à Marbella avait déjà révélé à quel point les liens du gang étaient profonds, non seulement dans le monde criminel européen, mais aussi dans les forces de l'ordre elles-mêmes. L'exécution de Marbella. C'est arrivé par un après-midi d'été en juin 2022, lorsque 5 hommes sont entrés dans un appartement au rez-de-chaussée à Marbella, l'enclave balnéaire de l'élite fortunée d'Espagne. Seulement 4 d'entre eux en sont sortis. Ce soir-là, un gestionnaire immobilier a découvert le corps d'Aleksandar Kolundžić, un Serbe de 33 ans qui s'était installé en Allemagne. Il était bâillonné, attaché à une chaise et battu au-delà de toute reconnaissance à l'intérieur d'un complexe d'appartements fermés, à quelques minutes de la mer. Selon la police espagnole, sa tête était enveloppée de plastique et il avait été torturé pendant des heures avec des clubs de golf avant de recevoir une balle dans la tête. Kolundžić n'était pas une victime ordinaire. Il y avait une différence cruciale. Il était également un informateur de la police. Près de 2 ans plus tard, le premier suspect a été arrêté et identifié comme Tolga S., un citoyen allemand de 32 ans d'origine turque. Il a été extradé de Turquie vers l'Espagne. La police allègue qu'il faisait partie du groupe qui a perpétré le meurtre. En plus du meurtre, il fait face à des accusations de détention illégale, possession d'armes et appartenance à une organisation criminelle. Kolundžić et son meurtrier présumé étaient tous deux liés au crime organisé. Mais le rôle de Kolundžić était beaucoup plus compliqué. L'un avait travaillé avec la police allemande comme source confidentielle, tout en continuant à évoluer dans les mêmes cercles criminels sur lesquels il faisait des rapports. Avant que les enquêteurs ne puissent comprendre ce qui s'était passé à l'intérieur de cet appartement de Marbella, ils ont dû regarder au-delà de l'Espagne vers Francfort, où les dossiers de police documentaient la vie secrète qui lui coûterait finalement la sienne. Les dossiers d'enquête allemands. Peu après le meurtre, les enquêteurs espagnols ont obtenu l'accès au dossier du parquet allemand, qui comprenait des témoignages des associés d'Aleksandar Kolundžić et des officiers de police qui avaient géré son travail d'informateur. Alors que certains pays permettent aux informateurs d'opérer avec une autorisation limitée, les règles allemandes sont beaucoup plus strictes. Il n'existe pas de loi spécifique régissant leur utilisation, mais les décisions de la Cour fédérale de justice et les protocoles internes de la police indiquent clairement que les informateurs ne sont pas autorisés à participer à des activités criminelles. Malgré ces restrictions, les témoignages ont révélé que les officiers allemands savaient que Kolundžić prévoyait de se rendre à Marbella. Ils ont admis, cependant, qu'ils ne connaissaient ni n'avaient demandé les détails de son voyage. Selon leurs déclarations, Kolundžić a voyagé de sa propre initiative, dans le but de recueillir des preuves sur Tolga S., que la police allemande avait déjà identifié comme membre des Hells Angels. Il a promis de faire un rapport après son retour. Il ne l'a jamais fait. Les autorités n'ont pas encore déterminé de motif définitif pour le meurtre. Néanmoins, les enquêteurs croient que Kolundžić a été exposé comme informateur lors de la réunion à l'intérieur de l'appartement de Marbella. Une révélation qui a scellé son destin. Ce que les dossiers allemands ont révélé ensuite a renvoyé les enquêteurs là où tout a commencé. Marbella. Un meurtre particulièrement sauvage. Derrière ses plages et ses terrains de golf, Marbella est depuis longtemps un aimant pour les syndicats du crime international. Les mêmes marinas qui accueillent l'élite européenne servent également de point de rencontre pour les émissaires des cartels, les contrebandiers et les courtiers. La police espagnole l'a appelé l'ONU du crime organisé, un carrefour où le luxe et l'anarchie coexistent. Kolundžić n'était pas étranger à la ville. Il la visitait souvent et s'était même inscrit dans une salle de sport locale sous un faux nom. Mais sa vraie maison était à l'extérieur de Francfort, à Offenbach, où il vivait avec sa femme et ses 2 enfants. Ils attendaient un 3e enfant lorsqu'il a été tué. Connu de ses amis sous le nom de Goran, Kolundžić travaillait comme chauffeur pour un service de soins et s'entraînait régulièrement aux arts martiaux.
Sa femme a dit aux enquêteurs qu'elle n'avait aucune connaissance de son travail avec la police ou de ses voyages fréquents en Espagne. Elle croyait qu'il rendait simplement visite à des amis. En réalité, il avait été un informateur confidentiel pour la police de Francfort depuis au moins 2018. Les autorités allemandes l'ont classé comme une V-personne, un initié de confiance qui fournissait secrètement des renseignements à la police. Avant l'incident, Kolundzik a dit à ses responsables qu'il prévoyait de rencontrer Tolga S., un trafiquant connu dans les milieux criminels sous le nom de Le Gros. Il a affirmé que Tolga faisait entrer des centaines de kilogrammes de marijuana en Allemagne chaque semaine en utilisant des transports par camion. Kolundzik et Tolga se sont à nouveau rencontrés dans un bar de plage de Marbella la veille du meurtre. L'après-midi suivant, Kolundzik était mort. La police espagnole a inscrit le motif comme « désaccord entre les parties », mais la violence racontait une histoire différente. La torture était trop délibérée, trop prolongée, pour être uniquement une question d'argent. Même après sa mort, quelqu'un a continué à utiliser son téléphone. Des messages étaient toujours envoyés, y compris une vidéo diffusée parmi ses contacts le montrant attaché à une chaise, les jambes enveloppées de papier d'aluminium. Une feuille de plastique sous lui, toujours vivant, mais visiblement terrifié. Sa femme a reçu un message à 22h19 disant « Je pars », suivi d'un emoji baiser. 1 heure plus tard, un autre message demandait le numéro d'un ami. Elle l'a envoyé à 3h du matin, mais le message n'est jamais passé. À ce moment-là, son mari était déjà mort depuis près d'1 heure. Le soir suivant, un gestionnaire immobilier a découvert le corps de Kolundzik à l'intérieur de l'appartement. La police a trouvé des notes manuscrites listant des noms, des quantités de drogue et des dettes. Un Glock 19, utilisé dans le meurtre, a été récupéré plus tard dans une poubelle voisine. Les images de vidéosurveillance montraient 4 hommes quittant le bâtiment, l'un d'eux transportant plusieurs téléphones portables. Les 4 suspects ont fui en Turquie peu après. Des empreintes digitales récupérées sur la scène ont lié le groupe au meurtre. Tolga S. était déjà enregistré après avoir été arrêté à Madrid en 2021 pour utilisation de faux documents d'identité. À l'époque, il avait été identifié comme le chef d'un réseau de trafic opérant dans le sud de l'Espagne. Son extradition vers l'Espagne en lien avec le meurtre de Kolundzik a confirmé que cette description était exacte. Un jeu dangereux. Dans les semaines qui ont suivi le meurtre, les enquêteurs ont tourné leur attention vers l'Allemagne et vers les officiers qui avaient géré Aleksandar Kolundzik et le réseau criminel sur lequel il avait fourni des informations. Ce qu'ils ont découvert a révélé une relation beaucoup plus compliquée que quiconque ne l'avait admis. Le principal responsable de Kolundzik à Francfort a dit au procureur qu'il le rencontrait environ toutes les 3 semaines. Ses tuyaux étaient toujours fiables, a dit l'officier, et menèrent souvent à des enquêtes réussies. Mais de nouvelles preuves examinées par des journalistes ont suggéré que la position de Kolundzik était devenue de plus en plus instable avant sa mort, et que la police a peut-être sous-estimé à quel point il était profondément empêtré dans le monde criminel qui les aidait à cibler. Un confident proche a dit aux enquêteurs que 3 jours avant le meurtre, Kolundzik avait admis au téléphone qu'il se noyait dans des dettes de drogue, valant plusieurs centaines de milliers d'euros. Le même témoin a dit qu'il avait ensuite reçu plusieurs appels d'un numéro espagnol, où un locuteur bosniaque exigeait qu'il libère l'argent de la drogue de Kolundzik. Un autre témoin a dit à la police allemande qu'il avait été approché par 2 hommes qui lui avaient demandé de localiser Kolundzik à Offenbach parce qu'il leur devait 800 000 euros et une quantité inconnue de cocaïne. Un 3e témoin, la femme qu'il avait d'abord présentée à Tolga S., a dit que ce dernier était furieux à propos d'une dette de 100 000 euros que Kolundzik n'avait pas remboursée. Elle a ensuite refusé de fournir un témoignage officiel. Lorsqu'ils ont été interrogés après le meurtre, les responsables de Kolundzik ont affirmé qu'ils n'étaient au courant d'aucune menace contre lui. Selon les diffuseurs allemands WDR et NDR, il existe également des preuves que Kolundzik a violé les règles de police interdisant aux informateurs de commettre des crimes, bien qu'il ne soit pas clair si ses responsables le savaient. En 2020, les procureurs de Giessen l'ont enquêté pour soupçon d'importation de grandes quantités de stupéfiants, une affaire
distincte de 2021, a cité des messages interceptés montrant Kolundzic, utilisant l'alias Professor, coordonnant des cargaisons de plusieurs centaines de kilogrammes de marijuana. Ironiquement, cette deuxième enquête avait été déclenchée par l'un de ses propres tuyaux à la police de Francfort. Les procureurs de Gießen n'ont appris qu'il était un informateur enregistré qu'après sa mort. Les enquêteurs espagnols ont découvert plus tard que Kolundzic avait également rencontré des figures liées au clan Kavach, un groupe mafieux monténégrin fortement impliqué dans le trafic de cocaïne en Europe. Dans leur déclaration annonçant l'arrestation de Tolga S., la police espagnole a décrit Kolundzic comme lié aux organisations criminelles des Balkans. Conversation de police effacée. Les révélations sur la double vie d'Aleksandar Kolundzic ont ravivé le débat en Allemagne sur l'absence de loi claire régissant l'utilisation d'informateurs confidentiels. Les experts juridiques soutiennent qu'une réglementation globale est attendue depuis longtemps, tandis que les hauts responsables de la police avertissent que des restrictions plus strictes pourraient affaiblir l'un de leurs outils d'enquête les plus efficaces. Un projet de loi traitant de la question est actuellement en cours d'examen au Parlement. Un examen juridique de 2017 commandé par le ministère de la Justice avait déjà averti que la police doit s'assurer que les informateurs ne participent pas eux-mêmes à des actes criminels malgré leur proximité avec les milieux criminels. La Cour fédérale de justice a réaffirmé dans un jugement que les informateurs peuvent observer l'activité criminelle, mais ne peuvent pas y participer, et seulement avec l'approbation explicite des procureurs. Ce que les responsables de Kolundzic savaient de ses propres activités de trafic ne sera peut-être jamais connu. Selon les dossiers d'enquête, les tentatives de récupérer les messages supprimés entre Kolundzic et son responsable principal ont échoué. L'officier a admis lors de l'interrogatoire qu'il effaçait régulièrement ses historiques de conversation comme mesure de sécurité, une pratique qu'il effectuait sans surveillance ni autorisation. Opération C'est la vie. Alors que les questions se multipliaient en Allemagne, l'Espagne continuait d'avancer. Sa police continuait à démanteler les réseaux qui avaient transformé le pays en porte d'entrée privilégiée de l'Europe pour la cocaïne et le cannabis. Alors que les enquêteurs en Allemagne débattaient de la responsabilité, la police nationale espagnole a continué de cibler les organisations qui alimentaient le trafic de drogue du pays. À Granada, les agents ont frappé un groupe albanais impliqué dans le trafic international à grande échelle. Nom de code, Opération C'est la vie, lancée en mars 2025, l'enquête a été menée par des agents de l'UDICO 1, l'unité nationale spécialisée dans le crime organisé. 3 ressortissants albanais ont été arrêtés. Les autorités ont saisi 518 kg de cannabis, près de 700 000 € en espèces, une arme à feu avec des munitions et plusieurs véhicules. Selon les responsables espagnols, le groupe opérait comme une plaque tournante de trafic de niveau intermédiaire, collectant la marijuana en vrac et la stockant jusqu'à ce que les cargaisons soient prêtes à être exportées à travers l'Europe. L'organisation avait établi 2 propriétés à Granada, l'une servant de résidence au chef du groupe à Alendín, l'autre à Ojijares, utilisée à la fois comme hébergement et comme entrepôt de fortune pour les drogues. Lors des raids, les agents ont trouvé des centaines de milliers d'euros cachés dans des armoires de cuisine et du cannabis emballé dans des sacs scellés sous vide, prêts pour l'expédition. La deuxième propriété contenait de la drogue supplémentaire, un pistolet et 140 000 € en espèces. La police a également récupéré de petites quantités de cocaïne et de hashish, 3 véhicules et de la documentation détaillant les routes de distribution et les registres de paiement. Les arrestations ont suivi des mois de surveillance après qu'un des suspects a été lié à une affaire de trafic antérieure. Les 3 détenus ont été placés en détention provisoire pour des accusations de trafic de drogue, possession d'armes et appartenance à une organisation criminelle. Des quais de Galicia au Pentús de Marbella, les Hells Angels ont laissé une trace que les forces de l'ordre continuent de poursuivre. L'Espagne peut gagner ses batailles, mais la guerre pour les routes de la drogue en Europe est loin d'être terminée. Et si vous pensez que les Hells Angels sont impitoyables, attendez de voir qui était vraiment leur plus grand rival. Cliquez sur la prochaine vidéo pour le découvrir.